Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dimanche 10 mars 2024, nous sommes au lendemain de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. Une journée de rassemblement à travers le monde, une occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Et la presse nationale a fait de cette journée une actualité majeure de la semaine. Dans les colonnes des journaux, à la radio, à la télévision, vous avez dû lire ou écouter des comptes rendus, des analyses sur les activités des femmes ou sur la condition de la femme. C'est le sujet principal de scène de presse de ce soir. Nous sommes partis pour un échange sur le respect des droits de la femme au Cameroun, droit de la propriété, droit foncier, droit au travail, droit à l'éducation, droit au revenu égal, droit de vote, etc. Tout cela parce que nous avons derrière la tête la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui définit le droit des femmes d'être à l'abri de toute forme de discrimination et énonce les principes essentiels pour protéger leurs droits. Cette convention établit également un programme de mesures nationales visant à mettre fin aux discriminations et constitue une base pour parvenir à l'égalité entre hommes et femmes. Égalité devant les chances à l'éducation, en matière de santé et d'emploi. Bien que des progrès aient été constatés dans certains domaines, beaucoup de défis et d'obstacles identifiés persistent. Pour en parler, nous avons invité beaucoup de personnes. Nous avons un plateau essentiellement féminin composé de Chantal Nga. Bonsoir Chantal. Bonsoir Sylvain. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste, directrice de publication de l'hebdomadaire bilingue Ladies News. Tout à fait. Ça se passe bien? Très bien. Une femme entrepreneur. Une femme battante. En face de vous, Séraphine Sagué. Bonsoir. Bonsoir Séverin. Je rappelle que Sagué est d'expression anglaise, mais elle a accepté d'être avec nous pour parler en français. Merci d'être venue. The pleasure is mine. Vous êtes responsable de la communication à Horizon Femmes. Obviously. Vous vous occupez particulièrement des droits à la propriété, l'accès à la terre. Oui, c'est vrai, c'est une partie, mais en général, c'est la femme. La femme, la jeune fille, les droits de la femme, les droits de la jeune fille, pour une meilleure insertion dans la société, dans l'économie, et voire même, pourquoi pas, dans le gouvernement. Et le 8 mars, vous étiez au boulevard, ça s'est bien passé? La première dame était là? Ah, yeah, she was there. À côté de vous, et j'ai fini les présentations, Marlise Yawata, bonsoir. Bonsoir Sylvain. Merci d'être avec nous. Vous êtes doctorante au département de littérature et civilisation africaine, c'est à l'université de Yaoundé 1. Merci de répondre à notre invitation. En même temps, vous êtes apprenante en filière JRI, c'est à l'IFCPA, c'est un institut de la CRTV qui forme donc au métier de la communication. Merci de nous faire l'honneur d'être là. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder. Mesdames, Messieurs, nous parlons donc de la journée de la femme. Et si vous en avez convenance, avant toute chose, apprécions ces images de terrain que les caméras de la CRTV ont pu capter vendredi dernier au boulevard du 20 mai lors du défilé des femmes et quelques jours avant, pendant la marche sportive organisée par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, dans les rues de Yaoundé. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de regarder ces images au boulevard du 20 mai pendant la marche sportive qui a été organisée par Madame le MINPROF à Yaoundé, Chantal? Je vais d'abord dire de prime abord que c'est très impressionnant de voir une telle mobilisation.
parce que en regardant ces images, ça nous reflète les images des partis politiques à la conquête du pouvoir. Mais là, ce n'est pas le cas. Hein. Mais là, ce n'est pas le cas. Mais c'est très impressionnant parce qu'on se dit quelque part, la mobilisation des femmes, c'est un ton qu'elle est en train de donner. Parce que la MINPROF, avec tout ce que j'ai vu là, c'est un ton qu'elle est en train de donner et ça amène à réfléchir. Ça me laisse vraiment sans voix. I really lost my voice because I can see, or let me say, I have the impression that some women are like taking conscience of the 8th of March. They are feeling more implicated, more aware of their role in the society. Et Marlise, ça vous dit quelque chose de voir autant de femmes pour un événement qui parfois est négligé? Eh oui, exactement. Ces images, ça nous donne justement l'impression que les femmes prennent véritablement conscience, comme l'a dit Madame Chekin. Les femmes essaient déjà de comprendre le sens même donné à la célébration du 8 mars. Mais alors, est-ce qu'il faut attendre le 8 mars pour voir les femmes autant mobilisées? Est-ce qu'on voit cette mobilisation à d'autres occasions? Est-ce que les femmes sont conscientes de cette capacité de mobilisation, de se mettre ensemble, de faire des choses ensemble? Est-ce que vous qui êtes femme, vous militez au sein des mouvements, vous êtes des femmes entrepreneurs, vous regardez la société évoluer, est-ce que vous avez le sentiment que les femmes sont conscientes de cette place qu'elles occupent dans la société? Non, pas vraiment. La femme n'est pas consciente de sa place et de son rôle. Parce que lorsque on regarde autour, deux fois je me rends compte que la femme ne connaît pas son potentiel. Je dirais même, elle se sous-estime, elle se minimise. Elle se cache derrière... derrière un homme. Elle se cache derrière les titres. Parce que la plupart, si on essaye un peu de regarder là en route, on va s'en rendre compte que lorsque une peut-être, elle n'est pas assise derrière un bureau, elle va se dire qu'elle n'est rien. Pourtant, si on regarde les Bayam Selam, c'est elles qui sont, comme on peut dire, les reines de la nutrition. Je préfère dire ainsi. Parce que s'il n'y avait pas de Bayam Selam, moi, par exemple, je n'ai pas le temps d'aller au champ. Comment est-ce que je vais m'alimenter? Comment est-ce que je vais alimenter ma maison? Si on regarde, même ces femmes ménagères-là, parce que beaucoup de femmes se cachent derrière le titre, il faut que je travaille dans un bureau, il faut que je travaille dans 4 murs climatisés, il faut que... Pourtant, même en vendant même de l'eau, tu contribues. Même en coiffant, tu contribues. En fait, dans ma tête aujourd'hui, je me suis dit, il n'y a pas de sous-métier. Tout métier contribue à l'évolution de la société. C'est pour ça que je dis que les femmes minimisent leur potentiel. Ils se disent, non, si ce n'est pas climatisé, si je n'ai pas toutes les conditions réunies, je ne pourrais pas le faire. Je dirais plutôt oui, que la femme est consciente. Et non, non. Elle est consciente, pourquoi? Parce que si elle n'était pas consciente, on n'allait jamais célébrer le 8 mars. La célébration du 8 mars prouve à suffisance que la femme, quelque part, est consciente de sa position dans la société. Ça peut être une occasion de défoulement, simplement, et ça se limite à ça. Elle revendique ses droits. Elle revendique ses droits. Et on revendique les droits quand on est lésé quelque part. Si on n'est pas lésé, on ne peut rien revendiquer. Si la femme vient aujourd'hui, le 8 mars, revendiquer ses droits, ça veut dire quelque part qu'il y a une prise de conscience. Ah non, moi je... Bref, Malice, vas-y d'abord. Moi, je dirais, bon, le mot étant Aïssa, je dirais que je sors d'une région, voilà, la zone septentrionale. Moi, je dirais que les femmes prennent déjà conscience. Parce que de plus en plus, les femmes s'associent pour travailler ensemble. En créant des GIC, par exemple, en Gaoundéré, il y a déjà des GIC pour les femmes qui traitent, j'espère que c'est la plus, elles traitent le lait, et elles s'associent pour le faire. Donc, moi, je dis qu'il y a une prise de conscience. C'est vrai que ça balbutie encore, ça piétine, mais
au fur et à mesure que le temps passe... Il faut juste une grande sensibilisation. Voilà. Mais Chantal, je ne suis pas d'accord avec toi au niveau où tu dis la femme prend conscience et c'est pour ça qu'il y a le 8 mars. Non, moi je dirais non. Parce que prenons un peu le cas dans un carré de vin, comme là au boulevard du vin, mais comme on vient de le voir. Je ne pense pas que même 10 connaissent le thème. Je ne pense pas. Et vous allez voir que même la dénomination même de la journée, 5 ne connaissent pas. Certaines vont te dire c'est la journée de la femme. Non, ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale des droits de la femme. Ce n'est pas parce que la femme a pris conscience que le 8 mars existe, non. Il y a le thème. Et il y a beaucoup de séminaires et des ateliers. Et il y a des causeries éducatives qu'on tient de part et d'autre dans tous les départements ministériels. Ça amène la femme à comprendre, à savoir... J'aime bien ce que vous venez de dire. Vous l'avez dit dans les départements ministériels. Qu'en est-il des marchés? Et même dans des grandes associations féminines qu'on retrouve dans des villages, départements et autres des arrondissements. C'est donc pour ça que je dis tout ne doit pas rester entre les 4 murs. Vous avez parlé des associations, vous avez parlé des ministères. Qu'en est-il des marchés? Qu'en est-il même au niveau de la rue? Qu'en est-il? Alors, les écarts dont vous parlez, ces écarts-là, on les attribue à quoi? Aux hommes, à l'environnement social? Qu'est-ce qui pose problème? C'est la femme elle-même? C'est la femme elle-même. Pourquoi est-ce que son rôle n'est pas aussi valorisé que vous l'auriez souhaité? I would say it's first of all the culture. We shouldn't lie to ourselves. Il y a d'abord la culture qui prône. Allons du côté du septentrion, comme elle a parlé. Most men have put the wife in a box that is the kitchen, that is the house. Est-ce qu'on doit condamner nos cultures qui sont quand même... No, but we need to accept that the culture is a barrier. The culture is a barrier. Est-ce que dans le Nord, on le ressent? On le ressent. La culture... Donc, les femmes sont dans cette zone-là, elles se contentent d'exister. Dans une bulle. Donc, puisque c'est l'ordre divin, nous sommes arrivés, on a trouvé comme ça. Et puis, ensuite, ça fait qu'elles sont acclostrées. Il n'y a pas... On dirait qu'il y a un fil d'attache qui ne leur permet pas de s'ouvrir. Et ça dépend de la culture. Oui, justement. Ça dépend de... Est-ce qu'on peut donc aller au-delà de on peut aller si on sensibilise bien nos chefs traditionnels, si on sensibilise bien nos conjoints. Parce qu'en réalité, c'est le conjoint et c'est le chef traditionnel qui donne le ton du côté de la communauté et la femme suit. Je vais te dire, hein, c'est une habitude, c'est des traditions différentes, mais dans le fond, c'est un même souci, un même problème partout. Nous sommes par exemple du centre. Est-ce que vous savez que même ici au centre, c'est pas facile qu'un homme laisse librement sa femme sortir comme elle veut, aller peut-être avec ses amis, aller au café, resto et tout. C'est pas évident. Madame Gam, mais même le travail, nettement mieux. Mais c'est pas travail ici. Et il y a des hommes qui interdisent complètement à leur femme de ne pas sortir. Nous sommes d'accord. Et il y a d'autres qui demandent à leur femme de rester à la maison sans toutefois travailler. Vous savez ça. Mais il dit, je travaille l'argent pour nous, pour toi et moi, pour les enfants. Un homme risque de regarder, t'accoster. Autant de choses. C'est partout, donc mais c'est partout. Ça ne se fait pas ressentir au centre. Je suis désolée, hein, regardez un peu la région de l'Est. L'Est est tellement riche, mais l'Est n'est pas développé. Du fait des femmes? À cause de l'éducation. Alors. J'ai eu à me rendre à Gelmendouka. Gelmendouka, il y a des élites qui sortent de là, mais vous allez voir que très peu de personnes là-bas sont éduquées, sont sensibilisées. Les droits des femmes sont des droits humains. Ces droits comprennent le droit de vivre libre de toute violence et discrimination, le droit au meilleur état de santé physique et mentale, le droit à l'éducation, le droit à la propriété, le droit de voter et le droit à un salaire égal. ONU Femmes Cameroun, dans sa nouvelle note stratégique 2022-2026, indique que l'environnement politique, économique et social du Cameroun est propice à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Le Cameroun, selon cette institution, a signé la plupart des conventions et traités internationaux
et régionaux sur la protection et la promotion des droits de la femme. Des efforts sont visibles pour une meilleure prise en compte des questions de genre dans la stratégie nationale de développement 2020-2030 récemment adoptée. Alors, peut-on pour autant dire que la femme camerounaise est mieux lotie? Vous avez commencé à nous dire, oui, il y a des écarts, il y a des limites. Mais dans le fond, est-ce que cet énoncé de ONU Femmes le partagez? Il y a quand même des avancées, mais il y a beaucoup à faire. Puisque s'il n'y avait rien à faire, si on était déjà vraiment au top, on ne devrait pas avoir le thème de cette année. Investissez sur la femme et accélérer le rythme. On vous demande d'accélérer le rythme. Oui, mais on est là dans la stratégie nationale de développement. Voilà. C'est parce que le gouvernement, il a constaté qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine pour que la femme trouve son plein épanouissement dans la société. Voilà. Affirmatif. Voyons au cas par cas hein, comment se matérialise le respect des droits des femmes. Et si on commence par le droit de vivre libre de toute violence et discrimination. Je voudrais vous entendre là-dessus. Les femmes camerounaises vivent libres? Pas vraiment. De toute violence? Pas vraiment, parce qu'il faut d'abord qu'on définisse d'abord où on décline les différents types de violences. On se dit généralement que la violence est physique. Non, il y a la violence émotionnelle, il y a la violence économique. Et les femmes sont dans ce chapitre-là? Oui, oui. Oui, Chantal a donné un cas palpable hein, tout à l'heure lorsqu'on parlait de l'épanouissement financier, social de la femme. Lorsqu'un homme empêche qu'une femme travaille, c'est déjà une violence économique. C'est pas des cas. Il empêche c'est pas des cas marginaux libre. aussi. C'est pas. Est-ce que c'est tout le monde qui fait ça? Est-ce que c'est tous les hommes qui sont dans ce registre-là? Mais c'est pas tout. C'est vrai, sur 10 hommes, il y en a au moins 4 qui le font. Il y en a au moins 4 qui le font. En fait, je ne veux pas extrapoler parce que nous, on fait des descentes. Horizon Femmes fait des descentes sur le terrain. Il n'y a pas une semaine qu'on se retrouve sans avoir 3 cas de violence émotionnelle, de violence économique et sociale. Il y en a pas. Des violences physiques. Je ne veux même pas parler même de violence physique parce que des violences psychologiques. Oui, lorsqu'on parle de violence directement, quelqu'un va dire « Ah, il me tabasse. » Non, le simple fait qu'un homme t'empêche d'aller travailler, c'est déjà une violence. Ça veut dire qu'il t'a interdit d'avoir le droit de travailler, d'avoir un droit d'être épanoui, d'être libre financièrement. Tout à fait. Et ainsi, tu ne peux pas t'impliquer. Parce que si on revient sur le thème, investir en faveur des femmes, c'est pas seulement l'argent, mais il y a aussi l'éducation. Lorsqu'un père interdit à ses filles d'aller à l'école, il dit non, à 15 ans, tu dois rester à la maison. C'est une violence psychologique. Ça veut dire que là, non, la femme est privée d'être instruite. Comment donc elle va pouvoir accélérer le rythme? Puisque l'accélération, autant pour moi, accelerating the rhyme, c'est pas juste financier, mais c'est aussi économique. Mais est-ce que les femmes elles-mêmes nous offrent la possibilité d'entrer dans ce couloir? Est-ce que les femmes se battent, par exemple, pour accélérer l'investissement? Est-ce qu'elles ne restent pas en arrière, se disant oui, c'est l'affaire des hommes, on va les accompagner? Et du coup, les hommes s'accaparent de tout et font ce qu'ils veulent. Non, moi je peux te répondre, pas un proverbe. La femme camerounaise, de manière particulière, se bat à son top niveau. La preuve, vous avez vu la marche de la MINPROF? Ça dit tout. Oui. Ça dit tout pour une Camerounaise. Mobiliser autant de personnes. Si ses parents l'avaient... Peut-être que ça fait peur aussi aux acteurs politiques, parce que si les femmes créaient un parti politique... mise dans un enclos. Dans un cocon. Voilà. Où elle ne devait pas aller à l'école, elle ne devait pas faire ci, elle ne devait pas faire ça. Elle n'allait pas se retrouver là où elle se trouve aujourd'hui. Elle n'allait pas avoir la capacité de mobiliser autant de personnes. Parce que ça, c'est des milliers et des milliers de personnes qu'on a vu défiler derrière elle. Ça veut dire, la femme camerounaise, elle est capable de tout. Mais on demande à nos conjoints, à nos dirigeants, à nos confrères de nous laisser cette libre voie-là pour qu'on puisse percer, pour qu'on puisse avancer normalement et atteindre nos objectifs. Effectivement. En plus de ce que Chantal a dit, c'est vrai, moi je vais répondre avec un proverbe. Oui, c'est la fin. On attend le proverbe là. Le proverbe, c'est que donne un spermatozoïde à une femme, elle te donnera un enfant. Donc pour te dire que
si la femme trouve l'opportunité de s'exprimer, elle réalisera autant de choses qu'on ne peut imaginer. Je vous le rassure. Et elle le réalisera d'une manière, d'une façon qu'il va épater les gens. Ah oui. C'est tout ce que je peux ajouter. Le droit à l'éducation, le droit à la propriété. Jacques Binet, c'est un administrateur en chef de la France d'outre-mer, chargé de mission à l'Office de la recherche scientifique d'outre-mer. Il le reconnaît dans son livre intitulé « Le statut des femmes au Cameroun forestier ». Ce livre a été publié aux éditions encyclopédiques à Bruxelles en 1959. Alors, il estime dans cet ouvrage que depuis la nuit des temps, on observe une poussée d'individualisme forte chez les hommes. Et ils ont tout acquis, ils ont acquis un statut juridique infiniment plus favorable que celui des femmes, dont ils cherchent souvent à freiner l'évolution. Les droits à l'éducation, à la propriété, sont-ils respectés? Bon, moi, je resterai toujours dans dans ma socioculture, Oui. dans la région du Septentrion. Plus sur le pan de l'éducation. Jusqu'ici, l'éducation au nord, jusqu'ici, on n'a pas encore atteint même 50%. Nous sommes en 43, et donc... Et comment vous avez fait pour être doctorante aujourd'hui à l'université de Yaoundé? C'est quand même étonnant, non? Dans cet environnement-là, oui, vous arrivez à percer. C'est comme je le disais. Vous n'écoutiez pas les parents, vous avez forcé, vous avez dit, moi je fonce? Non, justement, mon père est... Bon, je sais pas, comment on dit le mot haïssable, je ne voulais pas trop parler de ma situation, mais nous avons eu la chance d'être encadrés par un père visionnaire et qui nous encourageait dans toutes les libertés autres. Moi, nous n'avons pas vécu... Il ne tenait pas compte de la culture, de ce que disait la famille, etc. Pas du tout. Au contraire, il dit allez de l'avant, allez de l'avant. Donc du coup, quand je rencontre mes consoeurs qui à peine, après avoir obtenu le BPC, ou alors elle-même se dédouane, dit carrément que bon, pour moi, je m'arrête là. Suffit. Ça suffit comme ça, je m'en vais en mariage. À un âge aussi précoce. Donc on n'arrive pas à comprendre ça. Mais c'est la réalité. Moi, je n'ai pas vécu ce genre de situation. Droit à l'éducation et à la propriété. Droit à la propriété, au Cameroun, il y a encore un très grand effort qui est à faire. Parce qu'actuellement, nous sommes en train de mettre en œuvre, lorsque je dis nous, je parle d'Horizon Femmes, nous sommes en train de mettre en œuvre un projet intitulé Femmes et foncier. Et dans la mise en œuvre de ce projet, on s'en rend compte que beaucoup de femmes, beaucoup de veuves n'ont pas accès à la terre. Et lorsqu'on regarde en fait la plupart des raisons, il y a d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord notre culture. Deuxièmement, il y a la faible implication des acteurs traditionnels et des conjoints. Donc, quand je dis la faible implication, c'est parce que ces acteurs traditionnels et ces conjoints ne sont pas sensibilisés sur les droits d'abord de la femme, en un, et sur l'importance qu'une femme a à avoir une terre. Parce que si on donne une terre à une femme, elle va le transformer en un champ de maïs. Exactement. Ou un champ de patates. Exactement. Qui va nourrir toute une communauté. Maintenant, excusez-moi, mais il faudra que je lance quand même cette pierre à l'eau. Il y a aussi une faible implication de nos acteurs institutionnels, de notre gouvernement. Qu'est-ce que vous attendiez, par exemple? Qu'ils puissent mieux sensibiliser, qu'ils puissent mieux s'impliquer au niveau de la communauté. On les interpelle d'accélérer le rythme. Oui, d'accélérer le rythme. Parce que vraiment, moi j'ai la grâce vraiment d'aller sur le terrain. Lorsque je m'en vais dans des régions vraiment sévères, je suis... I'm really shocked. I'm really wounded. And worst again, when you hear that some members of government are coming from there, in short, you are like, is it for real or is it a game? You cannot tell me that in the East region, if we bring out the list of the deputies... Pourquoi faites une fixation sur l'Est? Je crois que c'est des problèmes qui... Non, parce que l'Est, je suis plus allée à l'Est et au Nord. Et connaissant la richesse naturelle de l'Est qui est l'or. La région la plus vaste du Cameroun. L'Est est riche en l'or, Sévérin. Ne nous mentons pas, ne nous cachons pas. Mais elle n'est pas développée. Parce que ce soit les acteurs traditionnels, que ce soit les acteurs
institutionnel, personne ne veut s'impliquer. Je vais même aussi ajouter, excusez-moi, les acteurs religieux. Beaucoup de femmes vont à l'église. Des hommes vont à l'église, des enfants vont à l'église. S'ils sont sensibilisés sur l'importance de l'éducation, vous allez voir. Vous allez voir. Alors parlons de l'accès à la terre. C'est le problème. L'accès à la terre. L'accès à la terre, moi je prends... On a quand même le sentiment que les choses évoluent, non? Oui, ça évolue beaucoup. Je vais remercier quand même le ministre des Domaines, oui. Du cadastre et des affaires foncières ici, M. Henri Eyeba, ici, avec tout ce qu'il a eu à prendre comme mesure. Je rappelle que la dernière mesure, c'est le 9 février 2024. Il a eu à signer 2 lettres circulaires, parmi lesquelles celle qui institue le certificat de possession des droits coutumiers administrativement reconnus. C'est des documents qui remettent les chefs traditionnels au centre du processus d'immatriculation des terres relevant du domaine national. Je voulais préciser simplement, vous avez la parole. Donc, mais est-ce que ça facilite? Est-ce que ça permet à la femme d'accéder à la terre facilement? Ça facilite sur le plan juridique. Mais alors, sur le plan traditionnel, et c'est bien parce que les chefs traditionnels sont déjà impliqués dans le processus. Puisque avant, chez nous, ici au centre, il y avait toujours... le chef était mis à l'écart, les notables, le les chef papiers était étaient mis signés, à l'écart, certes, mais dans nos propres familles, la femme n'avait pas droit à la terre. La femme. Même à l'ouest. Oui, ici au centre, je dis bien, la femme n'avait pas droit à la terre. Puisqu'on est, ce sont les hommes qui sont des ayants droit, soit entre parenthèses. C'est qu'il y a une erreur. Et la femme, une fois partie, c'est que tu es parti. Voilà. Tu n'as plus le droit de revenir, tu n'as plus le droit de revendiquer, tu n'as plus rien chez ton père et ta mère. Mais aujourd'hui, les choses changent quand même. Je pense qu'avec tous ces textes et puis la sensibilisation auprès de ses parents, de nos frères, parce que ce sont nos frères, ce ne sont pas nos parents, ce sont nos frères qui créent cette discrimination-là au sein de nos familles. Je pense qu'avec ça, et puis aussi, il y a l'institution judiciaire qui joue beaucoup. Puisque une fois devant le président du tribunal, on va vous dire, oh monsieur, arrêtez, vous avez les mêmes droits devant les biens de vos parents. Et à partir de là, chacun essaie de se repositionner d'une manière normale. Mais Sévérin, si tu me permets, en allant dans son sens, oui, je félicite les efforts qui sont mis par le MINCAF, mais s'il pouvait raccourcir quand même un peu de fois les procédures. Moi, je trouve que c'est déjà raccourci avec ce texte qui implique les notables et les chefs traditionnels. Je pense que franchement... Mais s'il pouvait encore, parce qu'au lieu de 3 mois peut-être pour que j'ai un titre foncier, si en 1 mois, je peux l'avoir, là vraiment, ça va aussi faciliter la tâche. Il faut aussi procéder aux vérifications, parce que ça ne doit pas courir. Hein. C'est des dotations, c'est des acquis à long terme. Le droit à la propriété dans votre zone? Le droit à la propriété dans notre zone est encore difficile. Table rase. Il faudrait qu'il y ait une forte sensibilisation, que les femmes soient éduquées, qu'elles sachent qu'elles ont des droits également à la terre. Parce que jusqu'ici, c'est table rase. Je ne voudrais pas faire une fixation sur les religions et autres. Je ne voudrais pas vraiment entrer dans ce... Mais il faudrait qu'il y ait une forte communication. Parce que les gens ne savent même pas. Elles ne savent pas qu'elles ont même ce droit-là. Elles ne savent pas. Elles sont ignorantes. Mais c'est aussi le travail des organisations, des ONG qui existent. Oui, je crois qu'il faut faire ce travail aux jeunes femmes. C'est donc pour ça qu'on est en train de mettre en œuvre ce projet qui est implémenté dans 3 régions. Le centre, l'ouest et le littoral, dans les différents départements. Et là, nous avons environ 90 acteurs de mobilisation communautaire qui sont sur le terrain pour sensibiliser et pour mener le plaidoyer auprès des différents acteurs de cette affaire. Parce qu'en réalité, sans sensibilisation, nous ne pouvons rien.
Donc, c'est la sensibilisation et la sensibilisation. Et ici, je peux vous dire que à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, puisque le projet est en train de... ça va se boucler l'année prochaine, jusqu'ici, nous avons environ 52 titres qu'on a pu réaliser, établir au nom des femmes. Parce que c'est ça, en fait. Dans quelle région? Que ça soit le centre, que ça soit l'ouest, que ça soit le littoral. Environ, c'est 52, parce que chaque région a un chiffre qu'il doit apporter. À la fin de ce projet, on doit avoir 150 titres qui sont attribués à des femmes et non à des hommes. Alors, l'accès à la terre pour les femmes, vraiment pour conduire les activités économiques, ou alors il faut avoir un pied à droite, un pied à gauche, parce qu'on est chez son mari. Il faut avoir également des attaches dans sa famille naturelle, c'est ça? On peut avoir des attaches dans sa famille naturelle. Si mon père décède et qu'il a laissé des terrains, moi je fais des poulaillers et je desserre toute la zone du septentrion. Je m'approprie de cette terre, puisque j'ai déjà quand même un niveau qui puisse me permettre de m'accaparer de cette terre-là. Alors les conflits qu'on a, est-ce que ce n'est pas souvent des conflits d'interprétation des textes ou simplement des conflits d'ego entre les frères et les sœurs? Moi, je pense que ce sont les conflits d'ego. Je pense vrai que ce sont les... Bon, à mon humble avis, hein, oui. Que ce sont des conflits d'ego. Pourquoi? Parce que une fois qu'une fille est allée en mariage, je prends mon cas personnel, je suis allée en mariage et puis j'avais eu l'idée d'aller chez moi faire une bananeraie. Maman vivait encore, paix à son âme, puisqu'elle ne l'est plus aujourd'hui. Quand j'ai commencé à faire ce travail-là, ma mère, déjà avec le consentement de ma maman, mes frères m'ont interdit de ne pas continuer le travail. Pour quelle raison? Ils m'ont dit, je suis déjà partie et puis je n'ai plus le droit de rentrer faire des champs chez moi. C'est une erreur. Et comment ça s'est géré? Ça s'est mal géré. Ça s'est mal géré parce que je leur ai fait comprendre que d'autant vous êtes les enfants de papa et maman, moi aussi j'en fais partie. On a tous les mêmes droits sur cette terre. Et vous n'avez pas raison de m'interdire de venir investir dessus. La loi vous donne totalement raison, parce que la loi vous donne totalement raison. Et après, mais sauf que ce que les frères ne comprennent pas, c'est que vous ayez déjà votre famille, c'est votre mari, et vous revenez demander... C'est ça le vrai souci chez nous, ici au centre. Une fois que la fille est allée en mariage, elle n'a plus droit au bien de ses parents. Mais moi, je dirais, pourquoi ne pas se repartir? Moi, je dirais donc que ce n'est pas un problème d'ego. Oui, il peut y avoir un problème d'ego, mais c'est un problème de compréhension des textes. Parce que, c'est vrai, on dit, nul ne doit ignorer la loi. Ça veut dire, si tes frères étaient sensibilisés, s'ils maîtrisaient la loi, s'ils comprenaient la loi, ils ne devaient pas aller à l'encontre du fait que vous deviez avoir la terre. C'est pour ça que je dis que si par exemple moi, c'est pas parce que j'ai épousé un Camerounais qui signifie que je n'ai plus droit aux propriétés ou à la terre de mon papa du côté du Nigeria. Non, ça ne se fait pas. On va revenir sur le mariage qui semble ne pas du tout apporter d'amélioration au statut de la femme. La femme mariée est moins libre que la fille. Illustration dans ce propos de Suzanne Belnoun. Elle est coordinatrice du réseau international des femmes entrepreneurs camerounaises. Elle fait partie de ceux qui ont participé au grand dialogue organisé par les Camerounais de l'extérieur. C'était en décembre dernier à Paris. Cette question des droits de la femme camerounaise mariée était donc au centre des débats. Et on va écouter sa position là-dessus. C'est un droit pour la femme camerounaise mariée à un étranger de garder sa nationalité. Malheureusement, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas souvent au courant et nous nous considérons comme les étrangers, des étrangères dans notre propre pays. Et c'est un problème que nous,
le réseau des femmes entrepreneurs camerounaises, avions posé pour savoir si la femme camerounaise perdait sa nationalité ou pas après être mariée à un étranger. Et la réponse a été non, nous sommes des Camerounaises à part entière et non des Camerounaises à part. Et à partir de là, nous avons décidé de porter ce message pour vulgariser cette information, pour interpeller les femmes camerounaises mariées à des étrangers qui disposent des moyens et qui ont l'ambition de venir investir au Cameroun, de ne pas avoir la peur d'être considérées comme des étrangers, mais qu'elles viennent investir dans leur propre pays. Nous, réseau international des femmes entrepreneurs camerounaises, nous sommes là pour les accompagner, pour aiguillonner, pour porter le plaidoyer de toutes les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, parce que les difficultés, il y en a, mais ces difficultés, nous devons les prendre pas en tant qu'obstacle, mais comme défi. Et le défi pour le développement de notre pays. Suzanne Belnoun, coordinatrice du réseau international des femmes entrepreneurs camerounaises, nous l'avons rencontrée au détour de son passage à Yaoundé. Elle est ici pour quelques jours. Elle vit évidemment en Occident. Alors, c'est un autre droit des femmes qui est un tout petit peu piétiné. Et je voyais tout à l'heure, quand l'élément passait, je voyais... Madame Sargué voulait absolument parler. Absolument. Elle a déjà tout dit. En réalité, c'est parce qu'on n'informe pas. C'est parce qu'on n'informe pas. Je vais prendre mon cas. Mon papa, he's a Nigerian. My mom is a Cameroonian. And I'm on a resident permit. But I got married to a Cameroonian, and I'm still having my resident permit because I had the right to choose. Je préfère utiliser ce terme. I had the right. It's not that it was an obligation or to force me, no. It's my right to choose whether I remain a Nigerian or I become a Cameroonian. And as such, my husband and I, we decided that I can keep it. After all, he wasn't against the fact that I'm a Nigerian. So I kept my nationality, and I'm working here in Cameroon. And if I don't tell somebody that I'm a Nigerian, the person won't believe. La preuve, sur ce plateau, vous parlez parfaitement because français. I really implicated myself in the society, and I've been working here for like almost 10 years. Donc, now. en fait, c'est pas un problème. It's not a problem. It's not a barrier. I'm not seeing what is blocking me. On the contrary, it's as if it's just opening doors to me because it makes me to be really bilingual. I really develop my skills. So I can speak both English and French. Mais malheureusement, ici au Cameroun, on va dire, c'est le Cameroun qui est bilingue et non les Camerounais. Chose qui me choque. Parce que normalement, nous tous, nous devons être bilingues. Puisqu'il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est et il y a l'ouest. Donc nous devons être bilingues. We need to mingle ourselves, learn our cultures, understand ourselves. So, ladies, you have the right to invest. You have the right to implicate yourself in the society. I don't know what is blocking you. Just go beyond your identity and focus on your goal. That is your professional identity. That's what I can say. Oui, mais Madame Sargué, il faut rester sur le cadre de la réglementation. En pays, c'est d'abord les lois, il faut les respecter. C'est la loi camerounaise qui le dit, donc on n'a pas... peut-être que... Selon la loi camerounaise, j'ai le droit de choisir. Oui. Donc, il n'y a pas de problème, en réalité. Oui, il n'y a pas de problème. C'est comme je le disais, moi je suis née, je vais le dire, une femme libre. Moi, je suis libre. Je n'ai pas connu, je vais dire ça comment. On vous regarde au village. Hein. Oui, je n'ai pas connu ces clichés-là, en fait. Donc, du coup, moi, je suis libre. Je ne vois pas ce qui peut m'empêcher de m'exprimer, de dire ce que je pense. Et j'ai des droits. Oui. C'est pas parce que vous allez en mariage que vous devez perdre ses droits. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour autant que ce plateau, je pense que nos frères sont en train de nous suivre et nous écouter.
je pense que ces préjugés vont vraiment s'arrêter. Oui. Il faut qu'ils le comprennent une fois pour toutes, que ce n'est pas comme ils pensent, mais la loi dit le contraire. Voilà. La loi dit que, quel que soit le sexe de l'enfant, vous avez tous droit, le même droit sur les biens de vos parents. Filles comme garçons. Filles comme garçons. Moi, je suis par exemple, le sexe. Voilà, sans vous couper, dans ma famille, bon, nous sommes 6 filles, un garçon. Wow. Donc, il est riche, donc, tu ne vois pas pourquoi est-ce que si je vais en mariage... Il ne doit pas s'accaparer des biens. Il ne peut pas s'accaparer. D'abord, l'éducation que nous avons reçue ne nous permet pas d'avoir des quiproquos, des discordes de ce genre-là. Si par mégarde, par inattention, peut-être aussi par ignorance, il le fait? Non, il ne va pas le faire. Il est assez ouvert, cultivé. Mature, assez cultivé. Voilà. Merci, Madame Ga. Évoquons maintenant le droit de voter et le droit de participer à la vie politique, à la vie publique. Selon l'Institut national des statistiques, les femmes constituent 52% de la population et elles jouent dans la société un rôle crucial qui peut favoriser le développement. Pourtant, elles occupent moins de 8% des postes dans le système politique et décisionnel du pays. Alors, c'est suffisant pour vous, la représentativité féminine dans la vie publique? Moi, non. Moi, non. Parce Pourquoi? que ça fait même pas le cas de 100%. 8%, je trouve que c'est... On pourrait atteindre 100%. Non, non, je ne dis pas que la femme doit occuper tous les postes. Je dis sur 100%, 8%, c'est vraiment insignifiant. Mais on a quand même vu des efforts qui sont faits au niveau de la représentativité au Parlement. De 20 à 30. C'est là où je suis même en train d'arriver. C'est un idéal. Oui, c'est simplement un idéal. On devrait normalement y arriver, mais ça traîne. En fait, je me dis peut-être qu'il y a certaines femmes, je dirais ainsi, qui ne sont pas éduquées, qui ne sont pas sensibilisées sur l'importance de voter. Commençons d'abord par là. Le droit de vote. Oui, le droit de vote. Très peu de femmes sont même inscrites sur la liste électorale. Très peu. Qu'est-ce qui les empêche? On ne sait pas. Il faut peut-être qu'on les sensibilise. Peut-être une voix par un certain intérêt, je dirais ainsi. Justement. Une certaine valeur, je dirais ainsi. Mais ce n'est pas seulement les femmes, il y a un désamour vis-à-vis du vote. Hein. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Non, moi je ne dirais même pas un désamour. Je ne dirais pas ainsi. Je dirais plutôt que c'est qu'elles ne connaissent pas l'importance. Disons peut-être, I'm somebody that is not learned. And then I just arrived in Yaoundé and I'm not explained on the importance of voting. I don't know what is the right of the citizens. And then you just ask me to go and vote. I will not come and vote because I don't understand what is required from me or what is expected from me. Alors Chantal et Marlise, on a quand même vu depuis 2013 au Parlement, je ne prends que le cas du Parlement, les efforts qui sont faits pour la représentativité des femmes au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cela ne vous donne pas espoir, par exemple? Il y a lieu d'espoir, c'est vrai, mais il y a beaucoup à faire encore. Et ce qu'il y a à faire là, c'est qui doit faire? C'est la femme ou c'est la société ou c'est l'homme? C'est bon, tout le monde. C'est le politique, c'est vous, c'est nous. Mais vous ne pensez pas qu'on va quand même partager ce pouvoir avec vous? 50-50. Ça ne vient pas de nous, hein. On applique juste les textes. Oui, c'est les Nations Unies qui vous demandent... Même le taux de représentativité des femmes dans les deux chambres, ça ne concorde pas. Justement. Si tu prends la chambre basse, il y a combien de femmes députées? C'est très inférieur au nombre des députés hommes. Au Sénat, c'est la même chose. Au début même, c'était, je peux dire, mieux. Heureusement que vous relativisez qu'il y a quand même, vous dites qu'il y a quand même des efforts qui sont faits. Oui, il y a des efforts, mais il y a encore justement, je rejoins. Alors, ce qui est quand même visible, c'est que les femmes, les jeunes filles aujourd'hui vont à l'école, elles ont des diplômes, elles font ce que les hommes font. Justement. Est-ce que, tel que nous avançons, les femmes, les jeunes filles diplômées aujourd'hui ont les mêmes chances de se retrouver dans les postes décisionnels au plan politique, comme on le souhaite? Oui, les filles peuvent.
Mais sauf qu'il faudrait qu'elles comprennent même d'abord l'intérêt justement. Il faut qu'elles accordent un grand intérêt à ce qu'il y a lieu de faire. Par exemple, tout à l'heure vous parliez de la représentativité des femmes à l'Assemblée nationale. On est passé peut-être de 20 femmes à 33 femmes. Donc ça veut dire qu'il y a une avancée, mais elle est encore très minime. Il y a beaucoup à faire. Donc je rejoins l'idée de Madame Ga. Et il y a, je te coupe pas la parole, je vais ajouter, je te donne du grand moutre. Je voudrais prendre un exemple. Je prends l'exemple du concours de l'ENAM au Cameroun. Je prends le cycle à administration. Pourquoi commencer à chanter, on veut l'égalité des gens, égalité de. Il n'y a jamais eu une femme gouverneure au Cameroun. Il n'y a jamais eu une femme générale. Mais est-ce que les femmes qui sont préfets, sous-préfets là, elles sont incapables de gérer le poste du gouverneur? Est-ce que c'est parce que c'est un poste politique? Non, ils ne sont pas incapables. Ça relève de la discrétion du président de la République. Ça veut dire quelque part que la femme c'est le pouvoir discrétionnaire. À un certain niveau, vous n'allez pas dire que le président qui vous aime tant... On se dit, non, si elle est déjà arrivée préfet, elle ne peut plus. Voilà, justement. Elle ne peut plus. Il faut qu'elle s'arrête à ce niveau-là. C'est le top là. Oui. Le top au niveau de l'administration. Et moi, j'ai incapable, sans vous couper. On ne peut plus, elle ne peut plus être gouverneure, elle ne peut plus. Voilà, elle prend sa justement. retraite là. On est quand même d'accord. On a aussi besoin d'avoir une femme gouverneure. On a besoin d'avoir une femme générale d'armée. Pourquoi pas? On a besoin d'avoir une femme pilote. Parce qu'il y a des domaines très sensibles. Quand même, Madame Assoumou, l'armée quand même déjà cette responsabilité. C'est pas évident comme ça. Non, la femme peut. La femme peut. C'est pas évident. La femme peut. Bien sûr. Alors, la femme est capable. Je voulais préciser quelque chose. La femme est capable de tout. On se base seulement sur l'image qu'on venait de voir avec Marie-Thérèse Abenoun. Aucun homme ne peut le faire. Si ce n'est pas question politique. Il y a beaucoup de communication Parce qu'il faudrait seulement attendre voir ce genre d'accouplement lors des campagnes politiques. Alors, je voulais quand même rappeler que... Chantal, je voulais rappeler que... La femme est très forte. La nomination... Elle mérite ce place de choix. Des gouverneurs et des préfets, etc. Cela relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et sur ce plateau, vous n'allez pas me dire que le président de la République n'aime pas les femmes. On a vu la première dame au boulevard. Voilà, on compte aussi sur la first lady. Voilà. On n'est pas dans l'agenda, peut-être que ça va arriver aussi. Peut-être ça va arriver, c'est tout notre souhait. C'est en cours. On garde espoir. C'est en cours. Il y a eu ouverture de la session du mois de mars mardi dernier au Parlement. Madame Laurentine Bédé, doyenne d'âge à l'Assemblée nationale, a prononcé le discours d'ouverture faisant le bilan à 12 mois de la fin du mandat des députés. Une prise de parole assez édifiante. Je vous invite à regarder. Un regard rétrospectif sur le temps écoulé m'amène à me poser la question suivante. Qu'avons-nous fait de ces 48 mois de notre mandature? Avons-nous tous été réellement à la hauteur de la confiance placée en nous par les Camerounaises et les Camerounais? Je peux me tromper, mais la mention d'ensemble serait « pouvait mieux faire ». Sans vouloir mettre tous les œufs dans le même panier, il nous est loisible de constater qu'au-delà de l'inertie des uns, d'autres, beaucoup plus, se sont abîmés dans des comportements tels que l'intrigue, la délation, les dénonciations calomnieuses, souvent par réseaux sociaux interposés, les guerres de positionnement, l'affairisme et la recherche effrénée de l'argent.
Et puis surtout, l'absentéisme à l'hémicycle. Oui, l'absentéisme. Parce que c'est souvent au forceps que nous atteignons parfois le quorum requis pour la tenue de nos séances. Pendant ce temps, nos villes se mouraient et se meurent encore, étouffées par des montagnes d'immondices. Les routes des mêmes villes et de l'arrière-pays se sont transformées en de véritables tombeaux. La corruption a continué à gangréner le service public. Les coupures intempestives d'électricité sont devenues une catastrophe énergétique. Que dire de l'enseignement? Le secondaire, par exemple, ressemble à un bateau à la dérive. Pourquoi pas de commission d'enquête parlementaire? Comment un groupe de députés ne peuvent pas aller sur le terrain, voir l'état des routes, regarder ce qui se passe dans l'éducation? Et en ce moment-là, très simplement, je me suis senti concerné et je dis chapeau à la doyenne d'âge. Nous pouvons simplement applaudir notre doyenne d'âge. C'est une maman. Elle a semblé se reprocher de nous donner des leçons. Non, ce n'était pas des leçons, c'était des conseils. Et de très bons conseils. Nous retenons qu'elle nous invite à être beaucoup plus actifs sur le contrôle de l'action gouvernementale, notamment en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Tout au début de cette émission, vous sembliez dire que les femmes ne sont pas conscientes du rôle qu'elles doivent jouer dans la société, mais le député, Madame députée Laurentine Bellet, doyenne d'âge à l'Assemblée nationale. Elle a donné le temps, elle a eu le courage de dénoncer les tares de notre société. Et par là même, elle a donné des conseils. Il faudrait que nos représentants fassent des efforts. Mais vous dites que les femmes ne sont pas conscientes de leur rôle. Moi, je voudrais féliciter la doyenne, la maman, parce que ce n'est pas souvent donné à une femme de prendre la parole devant les hommes et leur dire de plein fouet tout ce qu'elle a eu à avancer là. Parce que je voudrais revenir sur cette inertie qu'elle a tant décriée dans notre Parlement. Je prends un exemple de la semaine dernière, où je me félicite et je suis très réjouie parce que le président de la République, il a fait une visite inopinée dans un hôpital d'Obac. C'est à quelques kilomètres de Yaoundé, dans le territoire de Koula, où personne ne s'attendait. On n'a pas eu le temps de fermer les nids de poules, de gratter les bordures de route, comme on en a l'habitude de le faire. Avant son passage, il était bien accompagné de son épouse, la première dame. Et ils sont passés sur cette route avec tous les nids de poules. Et ça, c'est l'entrée, je peux dire, de la sortie ou l'entrée de l'autoroute. En Col-Bisson, c'est une route qui devrait partir de la boucle de la Léki. Donc ça va d'un Col-Bisson jusqu'à Evodoula. Et ça, c'est un projet qui date, je ne sais pas si ça fait 5 ou 6 ans ou 10 ans, que cette route devrait normalement être bitumée. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Il y a des nids de poules. Si tu as une... Tu ne peux pas passer, tu peux pas faire un aller-retour sur ce tronçon-là, tu auras panne quelque part. Alors, le président lui-même, il est passé sur cette histoire l'autre jour et il a confirmé. Ça, ça démontre à suffisance le travail, l'inertie de nos élus locaux. Qu'est-ce qu'ils ont à faire là? On va vous dire que c'est une route nationale. C'est une route nationale, c'est un projet qu'on nous a
pompé depuis quand on faisait des campagnes. Peut-être que les élus locaux n'ont rien à voir, c'est l'administration chargée de ça. Ce sont ces élus locaux qui nous ont nourris d'espoir que cette route devait être bitumée dans les prochains jours, pendant les campagnes électorales, quand il fallait chercher la position au Parlement, il fallait dire ci, il fallait dire ça à la population. Et où en est-on? Ils sont rembourrés les poches. Où en est-on? Voilà, il reste 12 mois. Il reste 12 mois. A toutes les raisons de dénoncer ça. Voilà. Toutes les raisons. Moi, je vais vraiment saluer. Je salue et j'applaudis ce message de la doyenne. Parce qu'en tant que doyenne, en tant qu'aînée, elle a parlé avec beaucoup de sagesse. Moi, je dirais. Parce que l'aînée est là pour montrer le chemin, pour décrier ce qui n'est pas fait et pour saluer ce qui est fait. Et là, vraiment, elle décrit ce qui n'est pas fait. Et en fait, c'est même un constat. C'est pas qu'elle est en train de vouloir, how can I say it? Un appel à l'ordre aussi. Oui, c'est un appel à l'ordre, effectivement. Elle est en train de les réveiller, de prendre conscience de leur rôle. Précisant qu'il ne leur reste que 12 mois. 12 mois. Est-ce qu'ils seront à hauteur de relever tous ces défis en 12 mois? Effectivement. Donc, vous voyez, donc, ça revient à ce que je disais. Pendant que tous nos élus locaux sont des hommes d'affaires. Effectivement. Ça revient sur ce que je disais, qu'il faut que les élus locaux, les acteurs étatiques, s'impliquent plus, s'investissent plus pour que ça puisse avancer, pour que ça puisse évoluer. En 12 mois. Alors, ils n'ont pas le choix. Ils pourront évoluer, mais ils vont pas sortir. Les 4 ans écoulés sont partis, ça s'est envolé en fumée. On va sortir par là. Vous voyez la situation de la femme camerounaise, tout au moins pour le respect des droits, ça va évoluer dans les jours à venir, il y a l'espoir, rapidement? Oui, je dirais qu'il y a espoir. Premièrement parce que à la sortie d'ici, on a parlé à nos sœurs, on a parlé à nos frères. Et je suis convaincue que ce message qu'on allait véhiculer les a réveillés de leur sommeil et les a demandé de plus prendre conscience et de se dire « Yes, I can do it ». Marlise? Oui, les femmes doivent prendre conscience. Elles doivent se réveiller. On ne demande pas de bousculer l'homme, on ne demande pas de... Mais qu'elles trouvent des moyens, qu'elles se donnent ces moyens-là d'évoluer, de se dire qu'elles peuvent changer les choses aussi à leur niveau. L'État aussi a aussi une grande partition à jouer là. Il faut peut-être la remise en place des écoles prioritaires, surtout dans les zones du septentrion là. C'est-à-dire, il faut booster les jeunes filles, encore des sensibilisations. Nous espérons qu'elles nous écoutent. Il faut qu'elles brisent quelque part les barrières de ce système phallocratique là. Voilà ce que moi je pense. Moi, je veux interpeller l'État sur un point précis en ce qui concerne la femme chef d'entreprise au Cameroun. Parce qu'une femme camerounaise qui crée et qui fonde une entreprise ne bénéficie d'aucune subvention de l'État. Et il faille que le président, notre papa, qui prenne ça, on interpelle même notre maman, que les femmes qui se battent à longueur de journée, chefs d'entreprise, on n'arrive pas à payer même les allocations de nos employés à la CNPS. La CNPS nous envoie les mises en demeure parce qu'on n'en a pas, on ne peut pas, mais on a les idées, mais les moyens nous font défaut. Il faudrait donc que le chef de l'État qui prenne ce côté-là, qu'ils le prennent vraiment en considération, qu'il faille subventionner les entreprises fondées et créées par les femmes. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont faites dans ce sens. Chantal, merci. Nous espérons que le message est passé. Merci mesdames, merci de nous avoir fait l'honneur d'être là au lendemain de la journée de la femme pour évoquer la question relative au respect des droits des femmes au Cameroun. Nous arrivons au terme de cette édition de Scène de Presse. Merci à vous et qui nous regardez à la maison. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouvons dimanche prochain.